Et donc, il y a beaucoup de choses sur le tourisme, hein, les loisirs, donc les choses sympas, les nouveaux langages qui rejoignent aussi ce que dit Renaud Camus. Vous pointez donc beaucoup de choses sur les fêtes, le festif, en général, l'homo festivus, qui Oui. vous semble la forme. Oui, bon, pendant plusieurs années, sans en avoir vraiment bien conscience, j'ai travaillé le concept, entre guillemets, de festivisation généralisée, qui est ce que j'ai ensuite développé ce que j'ai ensuite développé dans la préhistoire sur 2 années En de affinant chronique, le concept, voilà, en fait. systématique. Donc peut-être qu'on va demander à Renaud Camus de nous en lire une page. Ce que je voulais juste dire avant, c'est que je sais que ça vous agace un petit peu, mais outre la pertinence, la sûreté de coup d'œil qui caractérise ces chroniques, ce qui m'a aussi frappé, c'est évidemment la source d'inspiration très, très forte que c'est pour vous. Et le fait est qu'on éclate très souvent de rire en vous lisant. Pas du tout, ça Et m'agace. on a tort, parce que c'est pas drôle Non, du tout, non, mais bon, on n'y peut rien. j'aime bien rire. Et, et voilà, donc j'ai demandé à Renaud Camus d'en donner un peu d'exemple pour nos Alors auditeurs. j'ai choisi la fin d'un texte de 1995 qui s'appelle « Et pourquoi les artistes en temps de culture ». Là aussi, je n'ai pas pu prendre l'ensemble du texte, mais il ne sera pas coupé. En tout cas, la partie ne sera pas coupée. La culture n'a pas le même projet que les artistes, mais ils ne le savent pas. La culture n'est qu'une des voies par lesquelles parle l'espèce, et l'espèce ne veut qu'une chose, perdurer au détriment des individus. Ce que les artistes de jadis savaient, ce que les prétendus artistes contemporains ignorent, preuve qu'il ne s'agit pas d'artistes. On joue sur les mots quand on fait encore de la culture l'éminente expression de la dignité humaine, un facteur essentiel de la liberté, et puis quoi encore. Il faut en finir avec ce chantage. Ce n'est plus du tout de ça qu'il s'agit. Dans ce domaine aussi, comme pour les autres marchandises, le non survit à la transformation du contenu. La culture, de nos jours, est l'un des agents les plus efficaces du bien radical, cet horizon de notre fin de siècle, vers lequel pérégrine avec ferveur tant de libidos inoccupés. C'est le brouillard lyrique à l'intérieur duquel tout art particulier devient irrepérable, sauf comme élément parmi d'autres de l'établissement de la bienfaisance planétaire. Il existe la même différence entre la culture et l'art qu'entre la procréation et le sexe, entre l'instinct de survie anonyme de la collectivité humaine et cette négation rayonnante de toute collectivité que représente un acte érotique isolé en coulisses. Qu'on ne s'étonne donc pas si l'art a pu, de nos jours, aux applaudissements de tous, devenir une des régions de la pédagogie. C'était vraiment que la famille, la collectivité, l'anonyme positivité l'avaient récupéré sous forme de sépulture. L'école n'enseigne jamais que ce qui est bon pour l'espèce, parce que toute vie s'en est retirée. Éducation sexuelle hier, éducation artistique aujourd'hui. Même domination de la volonté de persistance de l'humanité en général sur les individus périssables. Même triomphe de la totalité sur les cas particuliers. Triomphe en musique, bien sûr, en poésie, en lyrisme, avec l'aide de l'art. Et pour le bien de l'art, pour sa disparition dans le bien commun. Besoin de fête des hommes, escamotage de l'art. Les deux choses sont liées, comme la cause et l'effet. Je n'ai pas eu le temps cette fois de parler de la littérature, mais qu'importe, je viens d'en faire. Un dernier mot seulement, toutes les fêtes tournent mal, c'est pour ça qu'elles sont drôles, comme la littérature qui s'ouvre pour les noyer. Ça s'accorde assez bien. Oui, absolument. Oui, c'est pour ça que je l'ai choisi, mais j'étais évidemment en accord très profond avec ce texte. Oui. Mais il m'a semblé, oui, Renaud Camus, que dans votre, comment dire, cet abécédaire, enfin, ce dictionnaire, est évidemment une sélection de mots qui, enfin, on pourrait évidemment choisir 1000 autres, donc ils ont une cohérence dénonçante quand même par rapport à un certain nombre de comportements langagiers, que ce soit vers l'aplatissement de la langue, sa banalisation. Ce qui m'a une description finalement d'un état social, comme disait tout à l'heure Philippe Muret, dont la langue rend compte, que ce soit enfin, entre les deux pôles sympa et chiant, je crois. Mais vous accordez, ce qui m'a étonné, beaucoup d'importance à la question des accents, par exemple, à la question des prononciations. C'est-à-dire que vous prenez énormément la langue dans sa dimension enfin, verbalisée, disons, enfin, oralisée. Et je me suis demandé pourquoi vous aviez donné tant d'importance à cette dimension-là, qui après tout ne rentre pas exactement dans le projet tel que je le percevais au départ. C'est un peu compliqué, mais la question des accents est une des questions les plus taboues en France. Et, donc c'était la dimension tabou, d'accord. oui, absolument. Oui. Le
sympa, a des opinions très arrêtées sur la question des accents. Préfère Donc l'accent du certains Midi est accents. bien, par Oui, exemple. l'accent du Midi est bien, Oui. éminemment sympa. Or, l'accent du Midi n'est pas seulement un accent du Midi, comme les questions sociales sont absolument interdites, on ne peut pas les traiter, comme les questions aussi de niveau culturel de la langue, qui sont encore extrêmement déterminants, tout ça n'est absolument pas sympa, donc il n'est pas question d'en parler. Tout devient, il faut trouver d'autres explications à tout, donc c'est géographique. Et il n'y a plus d'accent que géographique, théoriquement. Or, les accents ne sont pas du tout géographiques, enfin, ils sont géographiques entre autres choses. Mais Ils qu'on sont ait d'appartenance, ou en fait. pas Oui. un accent géographique est une question de niveau culturel et social aussi. Or, cette question-là, Vous pourriez donner quelques exemples de mots sur lesquels vous précisez les choses, sur la manière de les dire ou de ne pas les dire. sur la question, par exemple, il y a la question des consonnes finales, par Oui. exemple, en français, qui sont, oui, en français classique, les consonnes finales étaient en général omises. Il se trouve que depuis un siècle, peut-être depuis l'école publique obligatoire, les gens veulent montrer peut-être qu'ils savent lire et ils Jusqu'au croient bout. que c'est bien parler que de prononcer toutes les consonnes, ce qui est exactement le contraire de ce qui se passe dans une langue, qui est le théâtre d'une sorte d'amusement avec le temps. Bien parler, c'est savoir de chaque mot comment il se prononce, et pas du tout de prononcer toutes les lettres, de dire un flux, par exemple, ou un flux, comme on l'entend. Le flux les apporta, le reflux les emporte, c'est ça. Je plaide pour l'amour de la langue, et l'amour de la langue, évidemment, comme toujours, différencie, c'est-à-dire qu'il aime chaque mot, et que Dans pour son- chaque mot, il y a une prononciation dans son épaisseur de temps, et pas du tout dans une règle un peu bêta qui est qu'il devrait se prononcer comme il s'écrit, qui est exactement le contraire de la vérité historique, si je puis dire. Oui, et puis il y a des glissements, en fait. Il y a des habitudes qui se prennent. Ça, vous y revenez très souvent pour, je sais pas, Bruxelles ou... Aoste. Ouais. Oui, Gers. Aoste. Oui, Gers. Gers, Ouais, il y a oui, tout- Gers, J'ai appris Bruxelles. d'ailleurs ce débat, enfin, sur la manière de prononcer le Val d'Aoste ou le Val d'Ost. Enfin, Ah, je ça m'étais c'est jamais un posé combat, cette j'ai un question. petit fait pour les combats perdus d'avance. Ost, qui est la vieille prononciation, le lépreux du Val d'Ost, le livre de Xavier de Maistre. Oui, on dit à Ost, parce qu'on croit qu'il faut prononcer toutes les lettres, mais bientôt on va dire Out, comme on va dire Paris, Morlex, Bordeaux, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Le département du Doubs, Oui, c'est sans ce qui est doute tout vrai, à fait oui. contraire à l'esprit du français, qui est qu'on aimait chaque mot et chacun avait sa prononciation rituelle. Et donc, Philippe Murray, vous aviez des phrases, des expressions, des choses qui vous ont particulièrement Non, frappé dans cette... dans cet ordre d'idée, non, il y avait non, ça m'a amusé de voir la manière dont Renaud Camus débat de la question de la prononciation de noms de lieux comme le Gers ou le Gers ou Aoste, je ne sais pas, j'en ai noté d'autres. Bruxelles est évidemment le Bruxelles, terrain oui. du droit. Il y a une frontière qui passe là entre Bruxelles et Bruxelles. Oui. Il y a une frontière culturelle, sociale, très importante, qui Et qu'on est peut amusante à désigner, relever, en fait. par amour des frontières, peut-être. Vous détectez quand même aussi des fonctionnements sociaux. Par exemple, j'ai beaucoup aimé cet article chez, Ah oui, Oui. chez, oui. qui est l'usage, enfin, l'extension, disons, de l'usage Nettement du chez. publicitaire, puisque chez, on n'en est pas conscient, mais je crois qu'on connaît sa langue mieux qu'on ne le sait. Par exemple, pendant très longtemps, moi je ne savais pas que chez devait porter uniquement sur des personnes, des noms de personnes. Et ce qui est une règle très ancienne pour des raisons étymologiques. Et on voit combien la publicité fait usage de chez pour les firmes, pour donner l'idée D'une d'une maison, sorte ça. d'intimité, Oui. qu'on va être bien reçu chez Alstom, chez Télécom, chez France Télécom, alors qu'on peut dire que chez, par exemple, c'est très sensible dans les maisons d'édition. Oui, on ça peut c'est dire très drôle, oui. chez Chez Gallimard, Puf, on peut dire chez Albin Michel, mais Chez Le Seuil. officiellement chez Le Seuil ou chez La Différence, qui était absolument absurde. Ça ne peut désigner que des personnes, éventuellement des Et on le fait en initiales. fait, oui, D'aucuns le font. d'aucuns le font, oui. Non, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, vous rejoignez Philippe Murray sur ce point en
en désignant finalement un imaginaire social qui, chez vous d'ailleurs, est principalement celui du restaurateur. C'est-à-dire que ça devient, c'est-à-dire ce que dit le serveur de restaurant à ses clients devient, par exemple, bon appétit. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire de bon Bon appétit. appétit, parce qu'on persuade tous les Français qu'il faut dire bon appétit, non seulement Monsieur dans les Machin, repas, mais en maintenant plus. dans les repas 10 fois. Les étrangers sont persuadés qu'il faut dire bon appétit constamment, alors que bon appétit était Je trouve ça évidemment dans génial, certains milieux absolument tabou. Enfin, ça paraissait le comble de la vulgarité de dire Oui. bon appétit aux gens au début du repas. Et maintenant, les Américains sont persuadés qu'on les insulte si on ne leur dit pas bon appétit dans un restaurant, de sorte que les restaurateurs sont obligés de De le dire bon dire. appétit. Oui. Bon appétit, monsieur Truc, en plus. Ah, Monsieur, oui, la question alors, du- autre frontière culturelle et sociale qui était considérée comme typiquement français, c'est de dire monsieur et certainement pas monsieur chose machin, qui était jugé soit américain, soit Soit vulgaire, en paysan, fait, oui. comme dans les comédies paysannes. Maintenant, tout le monde dit en effet monsieur Muret, madame Brisac, Bonne continuation, monsieur Camus. un café, Bonne une fin vieille d'après-midi. obsession de Larbeau qui résistait à un café, refusait de dire qu'il dans un café qu'il voulait un café. Alors il disait du café, parce que moi comme je suis un larbaldien fervent, je m'engouffre là aussi, je dis un café, mais à chaque fois on est corrigé comme si on était débile. Mais ce que vous voulez c'est un café, n'est-ce pas, si vous demandez du café. Oui, absolument, du café. Io suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio Janeiro. Le riche aujourd'hui qui n'a guère Paris, je te reviens encore. 2 fois je suis venu déjà, j'avais de l'or dans ma valise. Des diamants à ma chemise, combien a duré tout cela? Laissons d'avoir 200 amis et des mécanicus à maîtresse. 6 mois de galantes ivresses et plus rien au Paris. En 6 mois tu vas tout rappeler. Et puis vers ma jeune Amérique, une pauvre et mélancolique, délicatement remballée. Mais je brûlais de revenir, et là-bas sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage, une autre fortune ou mourir. Je ne suis pas mort, j'ai gagné tant, gagné mal des sommes folles. Et je gagne pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé. Oh, et vous suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio Janeiro. Le riche aujourd'hui qui est la guerre Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio Janeiro. Paris, 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 je te reviens encore. Oula, 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 je viens de débarquer. Mais des faux cheveux cocottes. Oula, 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 j'apporte à mon kénol toute une fortune à croquer. Les pigeons viennent plumer, plumer. Prenez mes dollars, mes bandes, ma montre, mon chapeau, mes bottes. Mais dites-moi que vous m'aimez. À moi les jeux et les rires et les danses cavalières. À moi les nuits de Paris et qu'on m'émène au bal d'Anières. Sachez-le bien seulement, car c'est là ma nature. Je prendrai pour mon argent, je vous le jure. Je prendrai pour mon argent, je prendrai pour mon argent. Venez, 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 venez. Philippe Muret, c'est vous qui C'est avez les choisi. Parisiennes de Meillac et Halévy, musique d'Offenbach, voilà, parce que c'est drôle, ça me fait C'est rire, gai, et c'est- voilà, c'est gai, et voilà, comme on dit quelquefois que j'ai une vision sombre des choses. Il faut démontrer le je contraire. peux- Voilà. Enfin, je ne démontre pas, mais bon, je peux montrer mes goûts, ils ne sont pas sombres. Voilà. Donc, comme le disait Renaud Camus il y a quelques instants, il y a une actualité, Philippe Muret. C'est ça. Donc, on reprenait un article donc, de son, L'actualité de Yann son Hachek, répertoire. Voilà. Donc, vous publiez, c'est d'accord, par votre cible principale, donc c'est cette Homo festivus dont nous avons parlé, le colon de la colonie distractionnaire. À quel moment, oui, finalement, à quel moment vous pensez que vous l'avez vraiment identifié? J'ai identifié en écrivant un article sur un roman remarquable de François Taillandier, Les Nuits Racines, et c'est à ce moment-là qu'apparaît qu'apparaît ce personnage conceptuel, ce mannequin, c'est pas un personnage, C'est un concept, en oui, fait, c'est un- ouais. enfin, si on veut, c'est un concept personnalisé.
Et donc c'est à ce moment-là, en réfléchissant sur ce livre qui se passe pendant un festival de théâtre dans le Midi, que m'est venue cette idée de la festivisation généralisée de la société, ce que j'appelle la société hyper festive, celle où il n'y a plus de différence entre celle où la fête en tant que telle, c'est-à-dire en tant que rupture dans le continuum, Les jours travaillés. n'existe plus, et où la vie quotidienne est entièrement festivisée. Donc, et cette disparition de la différence entre la fête et le temps normal me semble programmer toutes les autres abolitions de différence, et me permet, par cette métaphore, d'essayer d'analyser la civilisation telle qu'elle se métamorphose aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que j'appelle la civilisation hyper festive. Oui, mais ça, d'ailleurs, ça marche très bien. C'est vrai que ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal. Qu'est-ce que c'est Et donc, et d'ailleurs, c'est drôle que vous parliez du roman de François Taillandier, parce que j'ai observé en reprenant un article qui est sur les nouveaux, sur les métiers de Martine Aubry, les métiers de Martine Aubry. Donc, c'est les créations. C'était les emplois jeunes. Les emplois jeunes. C'est la terminologie dans laquelle ils étaient, voilà. Qui me paraissait extraordinaire. Enfin, bon. Et ça donne déjà lieu, effectivement, à des activités romanesques, puisque nous avons reçu il y a 15 jours Yves Pagès, qui a publié Petite nature morte au travail, et les personnages, ces personnages sont ceux-là. Et voilà. la liste que vous faites, qui est vraiment extrêmement drôle et adéquate, rejoint des portraits des personnages qu'Yves Pagès... Mais si vous avez inventé, non seulement il rejoint l'actualité, mais il la précède. Il y a beaucoup d'exemples très étonnants, parce que certains de ces textes ont plusieurs années, et oui, il y en a tout à fait frappants par leur prémonition. Oui, c'est cette fameuse acuité du regard dont Mona Ozouf parle à propos de Nietzsche dans Les mauvaises pensées choisies. On retrouve tout à fait ça. Il y a vraiment un fonctionnement. Sur les cérémonies de l'an 2000, vous avez été assez près de... J'ai commenté toute la préparation de l'an 2000 dans le deuxième tome d'après histoire, parce que c'est des chroniques qui ont été publiées pendant toute l'année 99. Donc j'ai commenté à partir de les grandes roues, à partir des grandes roues. Oui, il y avait d'abord des portes. Il y a d'abord eu un projet de porte qui devait être aligné sur les Champs-Élysées. Ça, c'était en janvier 99. Puis ça a été modifié parce qu'on a eu peur que le public, que 1 million ou 2 millions de gens passent par des portes, bousillent les portes, mettent le feu aux portes, etc. D'où le changement vers le milieu de l'année et le remplacement par des roues qui étaient, elles, inaccessibles au public, donc qui ne pouvaient pas être détruites si brusquement la foule avait eu une mauvaise... Attaqué, ce qui ne s'est absolument pas passé d'ailleurs. Des idées subversives. Donc voilà, oui, j'ai commenté ça m'a amusé de commenter les préparations de l'an 2000. Oui, on sent que ça vous a amusé, c'est très amusant à lire. Et en plus, comme le disait Renaud Camus très justement, ça résiste au temps. C'est-à-dire qu'en fait, passer de l'autre côté en mars 2000, en fait, vous pouvez les publier sans hésiter. On ne peut pas dire que vous soyez trompé. Effectivement, ça s'est passé comme vous l'aviez dit, en fait. Et ça, c'est... Et d'ailleurs, cette pertinence... Je n'avais pas prévu la tempête. Est-ce qu'on doit prendre ça comme de la modestie ou de la mégalomanie? On ne sait pas, en fait. L'imprévisible est ce qui arrive toujours. Quand même. Non, mais j'ai pensé dire, vous parlez aussi énormément de télévision. Hein. Il y a beaucoup, ce qui est un autre objet. C'est important, il me semble. Absolument. Ça fait partie des grands éducateurs de l'humanité actuelle. Renaud Camus le dit aussi, à un moment, je ne sais plus où, que la télévision a éduqué plusieurs générations. Ah oui. Pour la création de l'indifférencié, la télévision est assez précieuse. Oui. Les 3 éléments les plus efficaces. Quels seraient les autres éléments d'ailleurs? À mon avis, c'est l'élément le plus efficace. Mais... non, l'éducation nationale aussi quand même. Mais enfin, la pauvre éducation nationale est quand même extraordinairement faible par rapport à la télévision. Non. Écoutez, avant l'éducation nationale,
avait pour but de tirer les enfants du prolétariat. Maintenant, elle fait tout le monde des prolétaires. Comme on n'arrivait plus à faire des bourgeois des prolétaires grâce à l'éducation nationale, les enfants de bourgeois sont totalement prolétarisés par l'éducation nationale. Enfin, ils tombent tous dans la classe centrale indifférenciée. Oui, c'est ça, oui, comme prolétarisé, cette peut-être un mot... petite bourgeoisie générale. Donc Alors- non, je crois que l'éducation est aussi Ah, forte. Oui, vous la considérez. Bon, bah écoutez, enfin, c'est pas, de toute façon, c'est pas du tout une discussion sur l'éducation nationale, donc on va immédiatement contourner Ah, la dommage. question. De toute façon, maintenant, c'est Jacques Lang qui est ministre de l'Éducation nationale, donc tout ça me paraît se rejoindre. Ça fait plaisir. Jacques Lang est un grand personnage du roman muréien. Et justement, alors, donc, pour revenir à cette histoire de télévision, enfin, une amie, d'ailleurs, rendons comment dire, citer ses sources est un chemin vers le paradis, dit-on dans le Talmud, j'aime beaucoup cette phrase. Et donc, une amie m'a fait remarquer que dans un article que vous avez commis à propos d'une émission de Guillaume Durand, un article qui s'appelait Panique à bord, c'était une émission qui s'appelait Les absents ont toujours tort. Et donc, vous décrivez cette émission, hein, puisque c'est des chroniques sur la télévision, et vous dites... déjà ancienne de 92. Oui, absolument, il est assez ancienne, 91. Et donc, vous écrivez, tout d'ailleurs dans cette émission marche à l'exorcisme, c'est-à-dire votre titre, en l'occurrence, mais une peur bleue la fait rebondir, une poignante terreur de fond lui donne son rythme ballotté. Et donc, cet ami me faisait remarquer que cette peur bleue était le titre du livre à succès de Guillaume Durand. Et donc, prémonition, nous sommes-nous dit. Ou peut-être lecture aussi. Je n'ai pas de réponse. Oui. Ah non, aucun de nous n'en a bien entendu. Mais ça m'a frappé quand même que vous puissiez donc être, comment dire, co-créateur, en l'occurrence. En tout cas, vous ayez une influence absolument directe sur un très grand succès de librairie. Là, Oui. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que des chroniques de télévision ont de l'influence. Voilà. Et ça rejoint d'ailleurs une question que je voulais vous poser à tous les deux. Il me semble comprendre que, à vrai dire, vous êtes des critiques des mœurs, de nos mœurs, de la vie quotidienne, etc., etc. Mais vous êtes vous êtes d'abord des écrivains. Et c'est d'abord la littérature, c'est ce que je disais dans mon introduction. C'est d'abord la littérature qui vous occupe et qui vous soucie. Et en particulier vous, Philippe Muret, vous écrivez des pages extrêmement belles sur la manière dont notre monde menace la littérature. Et en même temps, vous ne pouvez vous empêcher de remarquer ce que notre monde peut proposer à la littérature comme matière aussi. Et donc je me suis demandé pourquoi vous vous consacriez plutôt à ces textes, ces chroniques qui sont une vraie... Enfin, on sent que vous êtes réellement inspiré quand vous les écrivez, mais en même temps, c'est pas du roman. Non. C'est sans doute de la littérature, mais c'est en tout cas pas du roman. Et pourtant, vous dites tout le temps que le monde d'aujourd'hui, c'est une matière de roman. Il faut d'abord commencer à le connaître. Je pense qu'il est très nouveau, très neuf. Et avant de le traduire ou de faire bouger dessus ou dedans des personnages, des êtres humains imprévisibles et non programmés, il faut déjà connaître les conditions, faire un état des lieux, un rapport sur la situation. Alors, bien sûr, c'est pas du tout du roman, mais c'est ce que je fais, notamment dans Après l'Histoire, j'ai l'impression, c'est d'essayer de décrire les conditions générales dans lesquelles se trouvent les êtres humains d'aujourd'hui. À partir de là, bien entendu, les êtres humains ne sont pas dans ce que j'écris. Ils ne peuvent bouger, exister que dans un roman. Et éventuellement contredire les conditions qui sont données maintenant aux hommes, aux êtres humains. Mais c'est une première tentative de peindre le fond sur lequel, c'est un tableau de l'arrière-fond sur lequel évolue la nouvelle humanité. Enfin bon, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Oui, mais c'est vrai, je trouve ça très Mais d'une intéressant. certaine façon, le roman est une désobéissance par rapport aux conditions d'existence dans lesquelles on se trouve à n'importe quel moment. Là, pour le moment, je montre la manière dont se met en place une forme de
dressage, de conditionnement des individus. Mais un roman, c'est la désobéissance par rapport à ce conditionnement. Et par rapport à la morale universelle Voilà. qui s'en dégage. Mais moi, il m'a semblé quand même que vous aviez bougé, c'est-à-dire, enfin, c'est une intuition que j'ai eue en lisant ça, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a une dizaine d'années, la description que vous faisiez du monde dans lequel on est, c'était que une sorte de, enfin, ce que vous appelez totalitarisme du bien, homogénéisation C'est générale. des mots très inadéquats, mais Oui. comme disait Agrippa d'Aubigné, ce siècle, l'autre en ses mœurs, réclame un autre, un autre style, je crois. Je ne suis pas Les absolument tragiques. sûr. Oui. Bon, malheureusement, on n'a pas le langage. Le mot totalitarisme est un mot trop gros. Oui, mais, un peu. on n'a pas d'autres. J'en ai pas d'autres sous la main provisoirement. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il me semble que vous allez plutôt dans le sens au contraire d'un nouveau romanesque possible, en fait. Voilà. Oui. C'est Oui, enfin, c'est ce que ce que vous ressentez, en c'est tout ce que cas. Oui. je Là, vous avez une oui. très, très jolie phrase dans un article qui s'appelle Thanatomachi et qui cite d'ailleurs beaucoup Nietzsche. Vous dites l'avantage de la littérature est de pouvoir dire la passion humaine pour la destruction et en même temps raconter la tragique comédie médicale qui se joue autour. Donc on sent Oui. quand même que, enfin, finalement, le monde dans lequel nous déployons, nous circulons en tout cas, est assez fécond de toute façon. Oui, Ouais. il est extraordinaire. Je trouve tout à fait extraordinaire. Il est d'autant plus extraordinaire que peu de gens en rient. Peu de gens le trouvent. Peu de gens trouvent qu'il ne va pas de soi. Oui. On Faire trouve toujours ressortir que que ça les va de choses soi. ne vont pas de soi, notamment voir le langage, voir les mots, voir tout ça. Avoir, comme disait Barthes, j'ai une maladie, je vois la langue, je crois, je vois le langage. Bon. Oui, dire c'est un peu C'est évidemment pas une oui. maladie, c'est les autres, c'est ceux qui ne le voient pas qui sont malades, mais comme ils constituent une énorme majorité de la population, c'est eux qui sont bien importants. Oui, Renaud Camus. Ah, moi, je me sens très proche de tout ça. Oui, je pense, oui. Le totalitarisme du bien est un concept qui est aussi assez proche de ce que j'appelle, moi, l'idéologie du sympa, c'est-à-dire Oui. la dictature, et même pas du bien, qui est un concept assez noble, mais du sympa, qui est la forme chewing-gum du bien, au fond, une espèce de ce qui va sans dire, de la vertu, ce si beau mot qui serait si utile de protéger d'autre part, mais qui... Et on peut plus maintenant. Mais Mais il a été Si, arraché. oui, de l'idéologie, si, Oui. moi, je crois qu'on veut toujours remonter vers la source chantante, vers l'étymologie, si, pourquoi pas. non, parce que je pensais Qui n'est pas à... la seule, qui est après tout la mission de la littérature. Oui, oui, parce que ce qui m'avait plu finalement après avoir lu vos livres, c'est que, on en parlait avec Anne-Catherine tout à l'heure en venant, c'est que en fait on est obligé de faire un peu attention, c'est-à-dire on s'entend parler, on s'entend penser, peut-être pas exagérer, mais C'était le rêve de Flaubert, c'est Oui. d'empêcher les gens de parler après la lecture de Bois Pécuchet. Ça Oui. n'arrive jamais. Hein. Oui, enfin on peut être légèrement inhibé, c'est déjà très bien. Les si d'une époque disent Oui. manifestement quelque chose sur cette époque. Par exemple, que dans les années 90, après la terrible période que nous avons tous traversée de haut niveau du vécu, que la si des si dans les années 90 c'est vrai soit que, c'est vrai que, oui. c'est très révélateur sur l'état de décomposition de la vérité en société publicitaire. Ah oui, vous pensez, oui, vous ne faites pas l'interprétation. Généralement, seulement quand de on vos disait articles. quelque chose, on pouvait assumer que ça allait être vrai. Pourquoi un Français, tous les Français sont aujourd'hui convaincus que chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, une phrase sur deux doit commencer par c'est vrai que. C'est bien qu'il y a un doute sur Absolument, c'est la vrai. vérité. C'est terriblement, je trouve, Révélateur. révélateur du statut de la vérité parmi nous. Oui. Mais au niveau, c'est un peu... Au niveau reculé. était beaucoup moins grave. Au niveau, c'était le stéréotype qui était comique. Vous vous souvenez, on disait de Quelque quelqu'un, part. il Oui. est très au niveau du vécu, elle est très moi dans mon corps de femme. C'était si les Quelque Américains, part, quand même, quelque oui, part, bien oui. sûr. Mais c'est vrai que, oui, me semble plus grave, parce qu'en plus, on ne l'entend pas. C'était très repéré au niveau du vécu, on s'en moquait, tout le monde en parlait. D'ailleurs, ça n'empêchait pas de prospérer. Mais c'est vrai qu'on en parle très très peu, et c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de c'est vrai que qu'il n'y avait au niveau du vécu. Enfin, c'est vrai que, tout le monde dit c'est vrai que, absolument. Et En même attendre c'est temps, vrai que, on c'est pourrait pas vrai. considérer que si nous disons tous, c'est vrai que, c'est que, comme vous le disiez, on connaît mieux sa langue qu'on ne le présuppose, qu'on ne le sait soi-même, et que donc ça sous-entend de la part de chaque personne, enfin, proférant, tu vois, cette
je sais pas comment on appelle ça, ce phonème pour commencer, doute de la, enfin, pas de la nature virtuelle, disons, de l'environnement, Oui, ça se ou du mensonge ambiant. un désir de réévaluation perpétuelle. Oui. D'ailleurs, il arrive, il y a quand même quelques occurrences que j'ai pu repérer de c'est vrai que c'est vrai que. Si quelqu'un dit c'est vrai que, la personne qui prend la parole dit ah oui, c'est vrai que. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi que. C'est vrai que... C'est comme C'est d'ajouter vrai aussi des. que c'est pas tout à fait c'est vrai. Ou c'est ajouter vrai aussi des que c'est faux. zéros à des billets. C'est la planche à billets de la langue. Oui, de l'inflation. Oui. Il y avait un dernier petite question que je voulais, comment dire, une dernière question que je voulais vous poser, Philippe Muret. Il y a une autre affaire, disons, que vous soulevez, qui est l'affaire du gibier symbolique. Vous appelez c'est un texte que vous appelez la grande battue. Oui. Et vous dites, et je pense que Renaud Camus entendra d'accord, et moi je suis pas d'accord, qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé aussi, c'est qu'on passe beaucoup de temps à déboulonner, je dirais déboulonner Oui, des génies, quelque C'est chose le comme ça. procès, Oui. le procès intenté au passé et aux grands hommes du passé. Oui, montrer C'est- qu'ils étaient aussi minables que ma Voilà. voisine. Alors c'est une sorte d'acquisition dans le temps. C'est un tri aussi. On garde ceux qui sont sympas, justement. Enfin, il y en a très peu. Oui, il y en a pas du tout. pas resté beaucoup, Ils honnêtement. étaient tous ou antisémites ou misogynes ou je sais pas, égoïstes, querelleurs, acariâtres, tout ce que vous voulez. Enfin, ils ont tous les défauts, les grands génies. Enfin, comme tout le monde, finalement. Voilà, C'est surtout le côté comme tout le monde, non? petit à petit, la littérature et même l'art du passé deviennent une sorte de musée tératologique, un musée des horreurs, de tout ce qu'on ne veut plus. Alors on les garde quand même comme grands écrivains, encore que on finira bien par éliminer les plus coupables. Mais enfin, on leur intente des procès, on Ils disent qu'on est instruit, dans une ère de on procès, commande de toute plus façon. leurs œuvres, on les instruit, comme des dossiers criminels. Ça, Quel dossier avez-vous instruit pour nous ce soir, Anne Catherine? Bonsoir, Bonsoir. j'instruis. Notre Je rubrique souhaiterais vous spéciale. parler d'un récit de Michel Brodeau, publié dans la collection L'un et l'autre aux éditions Gallimard. Je pourrais dire chez Gallimard, si j'ai bien compris. Absolument. Ah oui. Bien, alors je dis chez Gallimard. Un récit intitulé La non-personne. Et le titre exact de ce récit, c'est La non-personne, une enquête. Et il est vrai que ce livre s'apparente à une enquête, mais une enquête d'entrée de jeu on ne peut plus poétique. C'est une enquête d'écrivain. Alors de quoi s'agit-il? Nous sommes dans les années 70, Michel Brodeau fait un jour la connaissance d'un certain Anton, je ne sais pas si on dit Anton ou Anton. Bah, vous On va demandez dire- à Renaud Camus, je crois qu'on dit Anton, mais... Anton? Ce ne sont plus vraisemblables, mais ça dépend Alors, du contexte. on va dire Anton. Quelle était sa nationalité, ses origines, distinguées selon les personnes. Donc Anton, c'est un type un peu rusé, malin. Michel Brodeau dit d'ailleurs qu'il se lie d'amitié avec lui comme on se fait l'ami d'un renard en acceptant le risque d'être mordu un jour. Et c'est bel et bien ce qui va arriver. La morsure ne sera pas mortelle, mais Michel Brodeau va pourtant en prendre pour plusieurs années. Anton me dit un jour avoir lu dans un journal en allemand un petit article qui avait piqué sa curiosité. On y apprenait qu'il existait à Lima, au Pérou, dans la cathédrale, un hôtel qui était consacré à un culte pour le moins énigmatique, l'hôtel de la non-personne. Bon, Anton lui raconte ça en passant, le genre d'anecdote qu'on évoque évidemment pour leur poésie, mais une poésie dont il ne pense pas qu'elle survivra à la conversation, sauf que si. Michel Brodeau y repense très sérieusement, un an plus tard il se rend au Pérou, à Lima précisément, et là évidemment il veut voir l'hôtel de la non-personne, il se rend à la cathédrale, et là si je puis dire, point de non-personne. Alors il questionne un prêtre, le prêtre est vaguement déconcerté, il faut bien le dire, et Michel Brodeau fait cette remarque très jolie. Il avait fini par acquérir un peu de cette gentillesse dangereuse qui pousse tant de Péruviens à ne jamais dire non, à ne pas laisser l'autre le bec dans l'eau, quitte à lui rendre un faux service, à lui indiquer une voie sans issue, plutôt que d'avouer ne pas savoir où est l'adresse demandée. Et mon interlocuteur me promit de se renseigner. En réalité, le prêtre ne lui sera d'aucune aide, mais Michel Brodeau ne désarme pas. Les mois passent, l'enquête piétine sérieusement, il va de fausse piste en fausse piste, et il en vient à un constat. Tous les gens à qui il parle de la non-personne en ont forcément entendu parler, mais personne ne peut lui en dire beaucoup plus. Et là, il commence à se demander si une non-personne ne serait pas un virus qui se transmet de façon orale, qui convertit, écrit-il, aussitôt en zélés propagateurs ceux qui l'ont croisé, bref, une sorte de rumeur poétique, un mythe, pourrait-on dire. Toujours est-il que ça va prendre des années, cette histoire. Il cherche,
Et plus ça va, plus Michel Brodeau rend à la non-personne finalement sa part de mythe, justement. C'est-à-dire qu'il montre combien la non-personne est avant tout une métaphore qui enseigne bien plus sur l'individu qui la traque que sur Lima ou le Pérou. Et voilà pourquoi cette enquête, qui est dès le départ poétique, l'est de plus en plus à mesure qu'elle capote, c'est qu'elle ramène Michel Brodeau au plus près de lui. Elle la cite à exhumer et à écrire ce pourquoi cette non-personne, cette idée de l'absence finalement, le fascine tant. Et le voilà donc sous nos yeux qui finit par s'approprier la non-personne et en faire quelque chose de profondément intime et personnel. Et c'est donc, enfin moi j'ai trouvé très beau ce qu'il fait dans ce livre, parce que d'une part, bon, il y a pour lui le plaisir d'avoir contaminé plein de gens et plein de lecteurs avec cette histoire, mais il y a surtout, peut-être pas la non-personne évidemment, mais une non-personne qui advient, qui finit réellement par exister, la sienne, c'est-à-dire que représente l'absence dans sa vie, quel visage elle a. Et ça donne lieu à des pages magnifiques. Voilà, donc ce récit montre que ce qui est beau sans doute dans les mythes, dans les énigmes, c'est ce que ça révèle de nous. Donc je vous conseille ce très beau récit de Michel Brodeau, de non-personne, aux éditions Gallimard. Merci beaucoup Arnaud-Catherine. Marie-Rose Garnieri. Alors moi, soudain j'ai un doute parce que je sais pas si je dois dire Teen Parks ou Teen Park. Alors, non, on ne se laisse pas terroriser. On On ne se laisse pas terroriser, on est des gens libres. Alors bon, je vais dire Teen Parks. Alors c'est pour un recueil de nouvelles qui s'appelle Adultère et autres diversions aux éditions Christian Bourgois. Alors Teen Parks, c'est un jeune homme né en 1954. Il est né à Manchester et il est l'auteur de 8 romans. Il est traducteur aussi en anglais des œuvres d'Alberto Moravia, d'Italo Calvino et de Roberto Calasso. Il a reçu un prix littéraire, le prix littéraire Samoset Mogan. Il habite actuellement à Vérone, en Italie, et il enseigne à l'université de Milan. C'est tout alors. Alors voilà. Son adresse. Teen Parks parcourt dans ce recueil de nouvelles, il parcourt d'une foulée olympique les œuvres des autres, en alternant entre les propos légers et le cours ordinaire des jours et des propos sur l'éternité. Mais jamais le noir est sa couleur, car à chaque fois que l'on tombe au plus profond de nos béances, il pousse d'un pied léger pour nous faire reprendre l'air et nager gaiement au-dessus des flots. Alors il nous parle dans ces nouvelles librement de tout. Alors du vieillissement, du mariage, de l'adultère, du grand débordement que c'est que d'élever des enfants et de la relation entre parents et enfants, des fantômes bien sûr, parce qu'il est en anglais, de son amour de la traduction. Il y a une très belle nouvelle sur la traduction d'un livre de Roberto Calasso qui est son livre K, il le traduit, on le traduit avec lui, et du football bien sûr puisqu'il vit en Italie, et de Dieu. Nous lisons alors aussi avec lui Roberto Calasso, des tas d'auteurs, Ambrose Bierce, Nietzsche, Thoreau. Et nous voyageons avec, il y a une nouvelle aussi où on voyage, on fait un grand voyage dans un bus avec comme livre de chevet, La République de Platon. Alors il y a ce voyage et puis il y a le commentaire de La République de Platon. Alors comme les grands ciels d'été changent de couleur, son grand art pour moi réside dans la capacité virtuose à changer de ton en 2 lignes. C'est un livre aussi où toutes les cultures européennes se regardent de très près sans jamais essayer de se contaminer. Sa singularité, c'est aussi qu'il a un pied en Angleterre et un autre en Italie. Ces 2 sources d'inspiration sont comme 2 oiseaux symétriques sur 2 branches opposées. Celui qui mange et celui qui observe. Lire ces nouvelles, c'est aller prendre un peu l'apéritif chez un voisin, c'est entendre avec plaisir une voix, sa culture, ses réflexions amusées ou désabusées. Alors avec Teen Parks, je trouve que ce livre, c'est voir, c'est écouter et sentir. Voilà, je vous conseille vivement cette lecture. Alors, donc, ainsi s'achève ce numéro d'En vivant, en écrivant. Il était réalisé par Séverine Cassard et Vincent Ronet. Cette semaine, nous avons reçu Philippe Muret pour Des accords parfaits, paru chez Gallimard dans la collection Tel. On ne pourra plus dire chez maintenant à cause de vous, voyez comme vous êtes. Et Après l'histoire, paru aux Belles Lettres. Après l'histoire 2 d'ailleurs, excusez-moi. Et Renaud Camus pour Répertoire des délicatesses du français contemporain, paru aux éditions POL, et le journal de l'année 1994. On peut le dire chez POL. POL est un homme, contrairement à Pu. J'ai fait exprès. Paru chez Artem Fayard. C'est bien ça. Donc, jeudi prochain, le 6 avril, En vivant, en écrivant sera consacré à la littérature pour la jeunesse. L'émission sera produite et animée par Ruth Stegassi, qui recevra Claude Ponty, Cathy Coupry, Antonin Louchard et Quentin Blake. Et désormais, tous les premiers jeudis du mois, vous aurez rendez-vous avec des albums, des documentaires, des romans pour les enfants. Voilà, et bien, merci à tous et Merci. salut.